L'idéologie nazie, construite sur le mythe de la race aryenne, prônait un idéal humain supérieur, grand, blond, aux yeux clairs, athlétique, courageux et sain d'esprit. Ce modèle, censé représenter le sommet de l'humanité, servait de fondement à la hiérarchisation raciale du Troisième Reich, justifiant notamment la persécution des Juifs, des Slaves, des Roms et d'autres groupes considérés comme dégénérés. Mais un paradoxe majeur saute aux yeux dès qu'on observe les principaux chefs nazis, rarement l'un d'eux correspondait à cet idéal. Goebbels, Göring, Himmler. Aucun ne ressemblait à l'image de l'arien tel que les nazis le décrivaient. Alors comment expliquer cette contradiction au cœur même du régime? Le terme « arien » ne vient pas du nazisme. Il trouve ses racines dans l'orientalisme du XIXe siècle, utilisé initialement pour désigner les peuples indo-européens. Mais dans l'Allemagne nazie, ce mot est récupéré, déformé, instrumentalisé pour bâtir une idéologie raciale. Dès les années 1920, Hitler expose ses idées dans Mein Kampf, les Allemands descendraient d'une race supérieure, les Aryens, destinés à dominer le monde. En 1935, les lois de Nuremberg définissent l'aryanité selon des critères ethniques, absence de sang juif, ascendance germanique dite pure, etc. Mais aucune définition physique claire n'est réellement posée dans les textes officiels. On promeut cependant une image symbolique, l'homme aryen est grand, blond, musclé, courageux, discipliné, sain de corps et d'esprit. Une icône qui se retrouve dans la propagande, les statues monumentales, ou encore les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Mais dans la réalité du pouvoir nazi, cette image semble souvent relever du fantasme plus que d'un modèle appliqué. Joseph Goebbels, le maître de la propagande, mais loin de l'idéal physique arien. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, est l'un des plus zélés serviteurs du nazisme. Mais physiquement, il est aux antipodes de l'idéal arien. Petit, malingre, il boitait à cause d'un pied-bot contracté dans son enfance, ce qui le faisait souffrir toute sa vie. Certains témoins racontent qu'il complexait beaucoup sur son apparence et qu'il cultivait une certaine élégance pour compenser. Malgré tout, Hitler voyait en lui un allié précieux. Charismatique à l'oral, intellectuel remarquable et excellent manipulateur des foules, Goebbels sut séduire le Führer, même si son allure fragile aurait pu le condamner dans un autre contexte. Fait marquant, alors que Goebbels orchestrait une propagande vantant la jeunesse aryenne, il refusait lui-même d'apparaître dans les grands rassemblements sportifs ou les images de type viril. Il préférait se montrer en civil, souvent assis, et contrôlait soigneusement son image. Hermann Göring, le maréchal en uniforme, et en surpoids. Hermann Göring, héros de la Première Guerre mondiale, fondateur de la Gestapo, chef de la Luftwaffe, était une figure imposante, dans tous les sens du terme. Si le mot arien évoque force et santé, Göring en est l'antithèse dès les années 1920. Obèse, morphinomane, amateur de bijoux, de vêtements luxueux et de tableaux volés, il représentait plutôt la décadence qu'un idéal de virilité. Les soldats de la Wehrmacht le surnommaient parfois le maréchal cocaïne, à cause de sa dépendance à la morphine, suite à des blessures reçues le jour du putsch de la brasserie à Munich en 1923. Lors du procès de Nuremberg, les images de Göring amaigri, ayant perdu près de 30 kilos après son arrestation, choquèrent ceux qui ne l'avaient connu que comme un nabab grotesque couvert de médailles. Heinrich Himmler, le clerc devenu bourreau. Chef de la SS et architecte de la solution finale, Heinrich Himmler était profondément convaincu de l'idéal racial arien, bien qu'il ne le représente ni physiquement, ni moralement. Relativement petit, mince, portant des lunettes épaisses, peu à l'aise dans les activités physiques, il était plus proche d'un fonctionnaire d'archives que d'un surhomme nordique. Himmler passait beaucoup de temps à étudier l'ésotérisme, les runes germaniques, et à concevoir des rituels pour la SS inspirés de mythes nordiques. Il fonda même une organisation spéciale, l'Ahnenerbe, chargée de retrouver les traces de la race aryenne dans le monde, notamment au Tibet. Obsédé par la pureté raciale, il était pourtant raillé en privé par certains officiers pour son apparence effacée. On raconte que Hitler lui-même trouvait Himmler trop terne pour les discours publics et préférait Goebbels dans les grands rassemblements. Pourquoi ces hommes, si éloignés de l'idéal qu'ils proclamaient, ont-ils pu incarner un régime aussi radicalement obsédé par la race ? Une réponse réside dans la nature même du nazisme, une idéologie fondée sur la haine et l'exclusion, bien plus que sur une application rigoureuse de ses propres dogmes. Pour Hitler et ses proches, la loyauté, l'efficacité et la radicalité comptaient plus que l'apparence. Il suffisait de proclamer la foi en l'idéologie aryenne, peu importait si l'on en était soi-même un contre-exemple vivant. Être un nazi convaincu, c'était être un arien. D'autre part, la propagande servait à masquer ces incohérences.
Les jeunes SS blonds et musclés remplissaient les affiches, tandis que les chefs restaient dans l'ombre, encadrant la machine depuis leur bureau. C'était un théâtre idéologique, où l'image projetée comptait plus que la vérité. Le nazisme, en particulier par l'entremise d'Himmler, a donc construit un univers fondé sur un mythe racial, sans jamais l'incarner véritablement dans sa propre élite. Ce décalage, aussi grotesque qu'inquiétant, révèle l'hypocrisie d'un régime qui exigeait de ses citoyens ce que ses dirigeants ne pouvaient eux-mêmes offrir. Derrière les statues blondes et les slogans raciaux, on trouvait des hommes blessés, dépendants, mais impitoyables. Si vous avez apprécié ce voyage au cœur des contradictions du Troisième Reich, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes passionnants de notre histoire. Merci.